entretien à la mémoire de tous ceux qui, au cours de l'histoire de l'humanité et de nos jours, recherchent inlassablement leur origine. Non par orgueil intellectuel ou désir de puissance, mais par amour désintéressé de la vérité, de la bonté, de la beauté et de l'amour. Et si nous retournions à la source, à nos origines, à nos racines, aurions-nous une réponse à ces interrogations? L'errance spirituelle que nous traversons nous oblige à remonter dans l'unité transcendantale de toutes les religions et ainsi redécouvrir les vérités éternelles que toutes les traditions authentiques partagent. Nous vivons une époque extraordinaire et il n'y a pas de quoi s'en réjouir. Car une époque extraordinaire ne veut pas dire formidable, ni agréable, au vu de ce que nous vivons actuellement. Maladies, climatologie, immigration massive, pénurie, guerre, etc., etc. Une époque caractérisée par un renversement général des valeurs, une technologie déstabilisante où l'homme est progressivement remplacé par des machines. À une époque où le déchaînement animal des instincts prend le pas sur toute analyse objective. Déploiement de la 5G, utilisation pernicieuse de l'intelligence artificielle, même mise des GAFAM sur nos libertés, censure, déstructuration de notre société par les LGBTQ. Nous arrivons au terme d'une involution spirituelle de notre civilisation. Qu'avons-nous à en comprendre? Je prends donc ma casquette d'architecte holistique, cœur, esprit, et je vais partager avec vous ce que j'ai appris tout au long de ma vie. Ma formation est technique, scientifique et religieuse. Mais vous n'avez pas besoin de connaissances scientifiques, ni d'être religieux pour comprendre et tirer profit des capacités extraordinaires auxquelles vous êtes capable d'accéder. Il vous faut simplement un cœur et un esprit ouverts. Holistique vient d'un mot grec, holé, qui signifie totalité, globalité. Le concept holistique est une approche globale qui prend en compte tout ce qui constitue l'univers sous toutes ses formes, car nous en faisons partie, au même titre que les espèces minérales, végétales ou animales. Vous êtes d'accord avec moi? Architecte, vous savez tous ce que fait un architecte. L'architecte part d'une idée, dessine un plan pour réaliser par exemple un immeuble. Ensuite, il va s'entourer de spécialistes pour réaliser son œuvre. Études de sol pour les fondations, gros œuvres pour la structure générale, seconde œuvre pour les aménagements intérieurs, les fluides, l'électricité, l'eau, etc. Les finitions, peinture, tapisserie, aménagement extérieur, etc. Bien entendu, il ne connaît pas tous les corps de métier. Dans ma définition d'architecte holistique, j'ai des compétences générales et plusieurs spécialités. Toute création nécessite donc l'intervention d'un architecte. Rien ne peut se réaliser sans lui. On peut l'appeler hasard. Vous verrez tout au long de cette présentation le nom que les scientifiques lui donnent. Je voudrais vous faire part de mes déductions personnelles.
à partir des différents textes et des recoupements que j'ai pu effectuer, opérer dans les mythes, légendes et traditions de différents peuples, tels que les Incas, les Vikings, les Égyptiens, les Grecs, les Hindous et d'autres peuples d'Asie, ainsi que des recherches approfondies effectuées par de nombreux spécialistes. Vous avez Jean-Sylvain Bailly, qui est astronome et un homme politique né à Paris en 1736, guillotiné à Paris en novembre 1793. René Guénon, métaphysicien français faisant autorité dans le domaine de l'ésotérisme, du symbolisme et de l'étude comparée des religions. Ba Gangahar Tilak était un enseignant, réformateur social et militant pour l'indépendance de l'Inde. Il a aussi effectué des recherches sur le texte des Védas, les textes sacrés. Celles-ci l'amenèrent à défendre la théorie d'une origine arctique de la tradition indo-européenne. Sa thèse influença profondément le philosophe italien Julius Evola, qui était un philosophe, un poète, un peintre, un ésotériste. Ou bien par des chercheurs contemporains, tels que Jean Biès. Ses travaux portent sur la jonction des sagesses orientales et occidentales. Jean-Pierre Bayard est un auteur ès-lettres, ingénieur et écrivain français. Il est l'auteur sur plusieurs ouvrages sur l'ésotérisme, le rosicrucianisme, les sociétés secrètes, les symbolismes divers, l'esprit du compagnonnage et de l'aspect spirituel de la franc-maçonnerie. Fridtjof Schuon, qui est un métaphysicien et ésotériste suisse. Oleg de Normandie, un vidéaste et essayiste français. Il a écrit de nombreux livres sur les hyperboréens, les vikings, les tabliers et la tradition primordiale. Revenons au passé. Revenons à la tradition primordiale. La tradition primordiale est l'idée qu'une unique unité métaphysique relie intrinsèquement l'ensemble des traditions secrètes à une révélation originaire. Cette tradition primordiale serait hyperboréenne, origine d'Atlantis. De nombreuses religions ont gardé des points communs. René Guénon considérait l'Hyperborée comme le lieu le plus ancien de la tradition de l'humanité, celle qui est commune à l'ensemble des traditions authentiques et orthodoxes, dont les traces et les signes apparaissent très visiblement dans les symboles, dans les rites et les mythes qu'ont en commun les différentes traditions sacrées ou religions observables de l'humanité. Par exemple, au paradis terrestre de la Bible, à l'âge d'or de la mythologie grecque, ou encore au Kali Yuga hindou. Où donc se situerait l'Hyperborée? C'est une contrée mythique, aux confins septentrionaux du monde connu, qui aurait existé au niveau du cercle polaire arctique. Dans la mythologie grecque, on parle d'Hyperborée, un paradis perdu, où les hommes et les dieux vivaient bien heureux, et qui se trouverait au-delà des vents du Nord. Hyper, au-delà, Borée, vent du Nord, zone boréale. On a même retrouvé une carte qui date du XIe siècle et la positionne en plein pôle Nord. À une époque antédiluvienne qui peut être vue comme l'âge d'or, comme le jardin d'Éden,
il aurait été habité par un peuple parfait, les Hyperboréens, et aurait bénéficié d'un climat propice, avant le changement climatique de la glaciation dû à l'inclinaison de l'axe de la Terre. L'histoire de la Terre est divisée en grandes périodes qui découpent le temps en unités très longues, comme nous le verrons par la suite. Depuis près de 2 millions d'années, nous vivons dans l'ère quaternaire. Cette ère a été définie par les géologues par deux phénomènes. Tout d'abord, c'est l'ère qui voit se développer l'homme. Ensuite, cette ère se caractérise par une configuration climatologique originale qui voit alterner des périodes de glaciation et des périodes plus douces. Avant même que les hommes ne développent des activités polluantes, les climats changeaient. L'évolution des climats n'est pas catastrophique. Mieux, elle serait normale et naturelle. Voici en vidéo une belle découverte. On va parler maintenant d'une belle découverte, celle de scientifiques russes. Ils ont trouvé dans le sol gelé de l'Arctique une carcasse de mammouth qui serait vieille de 10 ou 15 000 ans. C'est toujours intéressant, mais pas vraiment exceptionnel. Les chercheurs sont allés cette fois beaucoup plus loin. Oui, tenez-vous bien, Elise, au fond de cette fiole, eh bien, il y a du sang de mammouth. Les chercheurs russes l'ont trouvé sous la carcasse de l'animal, dans la glace. Et si cela se confirme, Elise, eh bien, ce serait vraiment la première fois que l'on retrouve du sang de mammouth intact. Les Russes ont fait cette découverte il y a quelques jours dans cette petite île située à la lisière de l'océan Arctique au degré, et ils ont trouvé en fait un animal incroyablement bien conservé avec une chair encore rouge comme on le voit sur cette photo. Le mammouth est un animal herbivore qui ne mange donc que de la végétation. Il est donc impossible pour lui de vivre dans une zone glaciaire. De plus, il a été retrouvé nombre de mammouths qui étaient en pleine digestion, qui venaient donc de manger et qui se sont fait congeler littéralement sur place. C'est-à-dire qu'on est passé d'un environnement fertile, verdoyant, à un environnement glaciaire en seulement quelques heures. Comment cela est-il possible ? Dans le Timée, Platon rapporte les paroles du sage Solon, auquel un prêtre égyptien aurait appris que la Terre aurait connu plusieurs cataclysmes tout au long de son histoire, et que la fréquence de ces cataclysmes marquait la saisonnalité du grand cycle de destruction cosmique. Ce prêtre évoqua qu'il y eut de nombreux déluges tout au long de l'existence de la Terre, et cela depuis la chute de l'humanité. Hyperborée, Mu, Lémurie, le déluge de Noé. Nous allons démarrer notre démonstration en partant du déluge qui eut lieu en 8500 avant Jésus-Christ. Il y eut de multiples catastrophes naturelles, des séismes, des tsunamis, des glaciations brutales des pôles, et même bien au-delà. À partir de 7500 avant Jésus-Christ, fin de la glaciation, l'eau descend des montagnes, le niveau de la mer remonte. Les rescapés hyperboréens vont survivre et patienter jusqu'à ce que les glaces commencent à fondre pour fonder une nouvelle civilisation à l'image de l'ancien centre primordial. Ils fonderont un centre spirituel sur la plaine du Doggerland actuelle, mer du Nord. Cette civilisation maritime se développe au travers de leur art de la navigation sur l'océan. Ils construiront des mégalithes qui bordent l'océan Atlantique et voyageront au travers du monde entier, surtout à partir du moment où leur patrie du Doggerland commencera à être submergée par l'océan Atlantique pour former la mer du Nord. De
5000 à 4000 avant Jésus-Christ, la montée des eaux provoque des migrations. Les Atlantes, grands navigateurs, quittent le Nouveau-Groenland submergé. C'est ce peuple de la mer qu'on appellera les Atlantes et dont le célèbre dieu Poséidon est représenté partout sur Terre avec son trident. Ces tribus, fuyant les eaux, sont conduites par Enoch, pour notre tradition, ou Ram, pour la tradition hindoue. Comme Enoch, septième descendant de Seth, Rama est considéré comme le septième avatar du dieu Vishnu. Ils se disperseront partout sur la Terre, en Amérique du Sud, au Pérou, en Afrique, en Inde, en Chine. Dans ma prochaine capsule, nous verrons comment le savoir de la tradition primordiale s'est répandu sur tous les lieux de la planète par l'écriture. Cunéiforme, puis hiéroglyphique, puis védique, puis la tradition biblique avec Adam et Ève, Lucifer et Seth. Je vous attends sur la seconde capsule.